Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana te. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Heureux de vous retrouver en ce mercredi 12 décembre 2018. Je sais que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs en train d'attendre ce rendez-vous qui vous semble être très cher justement parce que je sais que vous aimez bien l'émission La démocratie en marche. Chers téléspectateurs, ce soir nous allons plancher sur le thème corruption et institutions. Alors pour cela, sur ce plateau, nous sommes avec M. André Oko Alpha, qui est notre invité de ce soir. Bonsoir, M. André Oko. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, chers téléspectateurs, permettez-moi de vous présenter la carte postale de de notre invité de ce soir. Eh bien, M. Oko, il est... permettez-moi. Alors, M. Oko André Alpha, il est diplômé à l'ENA de Paris et titulaire d'un DSGS MBA au Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar. Monsieur André Oko Alpha, né le 15 mai 1958 au Congo-Brazzaville, est détenteur d'un certificat de gouvernance et lutte contre la corruption décerné par l'Institut international d'administration publique de Paris. Il est le premier cadre africain à avoir effectué en 2002 des stages dans des organes français anticorruption, ayant exercé les fonctions de conseiller dans certains ministères de la place donc ici au Congo. Il a été un des acteurs pivots de la mise en place du dispositif congolais anticorruption entre 2002 et 2003, avant d'occuper les fonctions d'assistant à la gouvernance, puis de chef du département communication et éducation de l'ex-commission congolaise de lutte contre la corruption. C'est bien cela, monsieur Oko? C'est bien ça. Voilà, donc voilà, chers téléspectateurs, voilà comment le décor est bel et bien planté. Alors, monsieur Oko, je crois que vous avez compris, suivi le thème de notre rencontre de ce soir. Alors, monsieur Oko, la première question, nous ne pouvons pas, excusez-moi, commencer notre mission sans pour autant comprendre les concepts. Ici, il s'agit du concept corruption et institution. Alors, qu'est-ce que la corruption d'après vous, monsieur Oko? Bien, merci monsieur Judas de me recevoir sur votre plateau. Bon, est-ce que c'est un rectificatif avant de continuer? J'ai fait des stages dans les organes français de lutte contre la corruption, c'était en 2003. D'accord, 2003, autant pour moi. 2003-2004, hein, 2003-2004. Dans ces organes-là, effectivement, j'étais le premier cadre africain. Je crois qu'après moi, il n'y a pas eu d'autres Africains qui soient passés, encore moins des Congolais dans ces institutions. Ce stage m'a conduit, j'étais en poste au service central de prévention de la lutte contre la corruption en France. Ce service a été, disons, remplacé depuis 2016 par l'Agence française anticorruption AFA. De ce service-là, j'ai été au ministère de la Justice, au pôle financier, qui était en train d'être mis en place au palais comment on appelle ça, le ministère de la Justice est place Vendôme. Place Vendôme. J'ai été à Tracfin. Tracfin, c'est l'agence française de lutte contre le blanchiment. J'ai été à la MIEM. La MIEM, c'est aussi un organe français de lutte contre la corruption dans les marchés publics. Cet organe était basé à Bercy. Bon, depuis 2 ou 3 ans, cet organe a été dissous. J'ai été au ministère de l'Intérieur, à l'office du ministère de l'Intérieur chargé de lutte contre la corruption, le blanchiment et la criminalité économique. Ça, c'est à Nanterre. Bon, donc j'ai cette vue panoramique, disons cette expérience globale des organes français de lutte contre la corruption.
Sans compter aussi qu'avant que je sois à l'ENA, j'étais en stage ou en études à la Cour régionale de comptes de Rouen et à la Cour régionale de comptes de Strasbourg. Bien, ça c'est un peu pour vous parler. Vous avez eu vraiment de belles expériences, hein, des expériences hyper riches. C'est ça. Bien, venons-en à la corruption, à votre émission. Oui. Vous avez parlé au début que j'ai écrit un livre, c'est cela? Vous l'avez présenté? Non, mais justement, pour la gouverne justement de nos téléspectateurs, on devrait y arriver. Mais comme vous anticipez les choses, je voudrais justement informer ou rappeler nos téléspectateurs que vous êtes l'auteur d'un livre qui est apparu le 9 décembre 2018, qui s'intitule « Lutte contre la corruption en Afrique. Enfin, les dirigeants se réveillent ». Voilà. Bien. Donc, vous m'invitez effectivement comme personne ressource pour enrichir le débat de votre émission. Justement. Ce livre-là, oui, nous l'avons publié depuis le 9 décembre dernier à Paris, et il y a eu grande diffusion dans la presse internationale destinée à l'Afrique. Hein, je ne cite pas des médias, vous n'êtes pas là pour faire la promotion des médias étrangers. Exactement. Voilà. OK. Alors, la corruption, comme nous l'avons présenté dans le livre et que je parle au grand public, et comme j'ai parlé dans d'autres médias, la corruption, c'est une connivence de deux individus. L'un est corrupteur qui cherche une faveur, l'autre est corrompu. Le corrupteur va voir la personne pour laquelle il veut la faveur, et par les voies normales, il pense qu'il ne peut pas obtenir ce service, il ne peut pas obtenir donc ce qu'il veut obtenir. Peut-être que c'est un dédouanement, peut-être c'est l'accès au marché public, peut-être que c'est la réussite aux examens. Comme il ne peut pas l'obtenir par des voies prévues, alors il utilise des voies détournées. En utilisant des voies détournées, il rentre dans ce qu'on appelle la corruption pour avoir accès à certaines faveurs à des prix parfois raisonnables pour lui. Donc, deux personnes qui sont donc en marchandage, l'une est corrupteur, qui va chercher à corrompre l'autre personne qui est corrompue. Le corrompu est généralement quelqu'un qui travaille dans les institutions officielles. Et puis, le corrupteur est un citoyen, est un opérateur qui fait quelques opérations. Ça peut être un opérateur économique, ça peut être un citoyen simple. Pour des raisons que j'ai citées tout à l'heure, il veut avoir un service, une faveur. Il utilise des moyens détournés pour avoir accès à ce service-là. Cet acte-là qui unit ces deux personnes, c'est la corruption. Donc, oui. Concrètement, c'est quoi la corruption? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que là, justement, vous êtes allé dans les détails, oui, c'est tout à fait logique, parce que, naturellement, pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre, même à nous-mêmes qui sommes sur le plateau, nous avons justement le droit de comprendre un peu le détail. Mais si vous avez affaire des intellectuels qui sont en face de vous, qui nous suivent à présent, on vous demandait de dire un peu de manière concrète, c'est quoi la corruption? Définition conformément, par exemple, au dictionnaire, par exemple, en ce qui concerne dans le domaine académique, et comment on peut comprendre la corruption? Bon, il faut dire que la corruption est un terme polysémique, ok? Si vous tenez sur l'axe de la théorie économique, il y a une approche. Elle est un peu l'échange entre deux personnes par des moyens détournés. Si vous voyez sur l'aspect sociologique, il y a aussi une approche. L'aspect judiciaire qui est plus connu, c'est aussi une approche. C'est pour ça que j'ai pris une approche de définition un peu plus médiane pour permettre à tout le monde de comprendre ce que c'est la corruption. Okay. Sachant tout simplement que dans le mot corruption, il y a un peu de ce qu'on appelle la déconfiture. La déconfiture. La corruption, par le passé, était quelque chose
comme un poison qui agit dans les sociétés, qui entraîne la déconfiture dans les rapports, en sorte que des personnes qui étaient dans ces éléments de corruption, parfois arrivaient, ou bien ils rentraient dans la damnation dans des nations quand on repart à l'histoire. Donc, la corruption, je l'ai dit, que ça soit une personne, deux personnes sur convenance, et une des personnes veut obtenir un service. Ce service, dans les voies normales, lui est peut-être prohibitif, peut-être un service qui est compétitif. Il ne peut pas compétir, alors il utilise ces voies détournées pour qu'il ait accès. Et là, il met en déroute ceux qui, peut-être par des voies normales, allaient avoir accès, mais lui, il a accès. Par ces moyens-là, des moyens détournés qu'il utilise pour avoir accès à ce service-là. Ou pour passer passer le cordon, par exemple, douanier. Passer le cordon douanier, il devrait payer une certaine somme. Il utilise donc certaines voies avec un ou complicité d'un douanier ou bien le chef de la brigade et réduction de moyens. Voilà, il donne l'argent à la personne. D'accord. Il donne l'argent à la personne et son service, il a gagné. D'accord. Alors, est-ce qu'en matière de la corruption, peut-on parler de la typologie? C'est-à-dire que différentes sortes de corruption. Oui. Disons, lorsque quelqu'un va lire mon livre, ce livre-là, nous l'avons écrit avec plusieurs axes d'objectifs. L'un des objectifs, c'est permettre l'enseignement de la corruption. Et dans ce livre-là, vous avez tous ces éléments-là, les typologies, la sémiologie, c'est-à-dire les signes, comment ça se manifeste, etc. Il y a plusieurs typologies de corruption que je ne pourrais pas parler. Bien. Soit, si on parle dans les échelles organisationnelles, vous avez la corruption stratégique d'en haut. Vous avez la corruption basale d'en bas, de ceux qui sont en bas au niveau opérationnel. Ça, on va dans l'axe du management des organisations pour voir il y a le haut, il y a le milieu, il y a le bas. Ça c'est pas maintenant dans le sens du degré de la corruption. Parce que quand vous parlez du haut et ça descend progressivement, ça c'est maintenant au niveau du degré. C'est pas les degrés, c'est les différents types de corruption. D'accord. Vous avez des corruptions qui sont sous forme de pots de vin. Des pots de vin que l'on donne. Des pots de vin que l'on donne. Et là, il y a aussi plusieurs types de pots de vin que l'on donne. Vous avez la corruption dans les types un peu administratifs. Vous avez les types de corruption électorale. Vous avez les types de corruption économique, marchande dans ces différents milieux-là. Donc ça, on trouve aussi ces différents types de corruption. D'accord. Voilà. Alors, mais quand on parle de la gravité, est-ce qu'en matière de la corruption, on peut aussi tenir compte d'une corruption grave ou moins grave? Oui. Dans un des chapitres de notre livre qui s'appelle « Dangerosité de la corruption », vous avez ces éléments variables de la dangerosité de la corruption, de la gravité de la corruption. Bien, le monde a appris, disons, dans la science de la corruption, à parler de corruption grise, de corruption noire, de corruption blanche. Vous voyez, il y a ces symboles-là qui désignent la gravité de la corruption. Bien, de plus en plus, on parle de corruption rouge, de corruption orange, de corruption verte, c'est très bon, qui désigne les éléments de la gravité. La gravité, lorsque la corruption dans un pays, elle peut être très grave, on parle aussi de corruption systémique, qui touche tous les systèmes de la vie. Tous les organes sont touchés par la corruption. Il y a une corruption qui peut être une corruption, disons, quand vous voyez des pays comme les pays scandinaves, il y a la corruption, mais c'est une corruption que eux ils appellent là-bas la corruption blanche. C'est-à-dire, elle n'affecte pas la population. Est-ce qu'on peut en même temps considérer ça comme la corruption positive?
Non, il n'y a pas de corruption positive et négative. Ce concept-là, ça, c'est le concept utilisé par des gens qui pensent que Parce que quelque la chose... corruption blanche, blanc, si vous voulez, et ça veut dire que cela n'aura pas d'impact négatif, et ça veut dire que c'est positif. Non. Ça peut pas... Si vous parlez de corruption positive, oui. vous allez rentrer dans un autre travers. Le travers que certains... Bon, d'ailleurs, mon frère qui a écrit ce livre, il a dit la corruption est indispensable pour certaines choses. Vous voyez, si on accepte cette assertion de la corruption, vous gaspillez toutes les choses. La corruption positive n'existe pas. La corruption, elle est toujours négative. Nous étions dans les... Non. Ça était aussi avant qu'on considérait que la corruption arrange les affaires. La corruption permet de dégraisser la bureaucratie. Donc, depuis longtemps, on a toujours considéré la corruption pour la rendre acceptable. Que nous, surtout les Occidentaux, dans les pays africains, partout l'administration est corrompue, les gens n'ont pas d'argent pour travailler. Pour les faire travailler, pour que votre dossier avance, il faudrait que vous arriviez à les aider dans ce sens-là. Donc, pour dégraisser les rouages administratifs, bureaucratiques, pour que le dossier circule. Vous voyez, pour que le dossier circule. Mais on ne peut pas accepter ça, on peut plus tolérer ça maintenant que nous parlons de la lutte mondiale contre la corruption. Ces images sont des images à ne plus tolérer. On parle de la corruption tonique. Vous voyez, la corruption tonique, ça permet de tonifier les relations, ça permet de tonifier le passage de quelque chose. La corruption, elle est toxique. Elle est une toxine. Mais pourquoi dites-vous qu'elle est toxique? Est-ce que vous n'êtes pas un peu en contradiction quand vous parlez de la corruption tonique? Oui. En même temps, vous dites que la corruption, elle est toxique. Oui, non. Est-ce que là, c'est pas paradoxal? Peut-être que vous ne m'avez pas compris. D'accord. On a considéré que la corruption est indispensable. Oui. OK? En disant que la corruption est indispensable, les défenseurs de cette thèse disaient que la corruption est tonique, elle tonifie, permet de tonifier les choses, de débusquer les inerties administratives dans les pays en développement. C'est pour ça que je parle. Et je dis non, ça, ce n'est pas une approche qu'il faut accepter. Il faut seulement accepter, comprendre et connaître que la corruption est toxique. C'est une toxine qu'il ne faut pas accepter dans son corps ni dans sa société. Mais vous savez au moins quand même, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, au cas de l'Afrique, pour être servi quelque part, il faut forcément, au carrément, utiliser une certaine largesse pour solliciter justement la bonté de la personne qui est censée vous servir. Mais c'est ça, justement. Est-ce que cela est-il un mal en soi? C'est un mal. Parce que la corruption, quelle expression que je vais utiliser? Si tu permets à la corruption de prendre ne fût-ce qu'un bout de ton doigt, la corruption va prendre tout le doigt. La corruption va envahir toute la main parce que elle agit sous forme d'une gangrène. Elle agit sous forme d'une gangrène. Quand le doigt se gangrène, si vous ne coupez pas ici, ça va dépasser jusqu'à la main. Donc il ne faut pas, maintenant là, la corruption est intolérable. Maintenant là. Depuis au moins une dizaine d'années, ou depuis ces 2 décennies, la corruption doit être vue comme étant et non plus un mal nécessaire. Non, la corruption est un mal dangereux, intolérable. Lorsqu'on va formater, nous avons parlé l'autre jour de logiciel mental, lorsqu'on va formater dans les écoles nos enfants que la corruption est un mal, est un danger public, alors nous allons faire reculer progressivement la corruption. Justement, c'est ça. Mais comment je peux avoir accès à tel service, être servi rapidement, repartir? Les gens créent les longues files d'attente justement pour permettre à ceux qui ne peuvent pas attendre d'utiliser d'autres rouages pour qu'ils passent à l'avant. Il était peut-être la 100e personne. Vous pensez que quand on arrive dans les administrations, et les faits de constater qu'il y a une lenteur au niveau administratif, par exemple la circulation d'un dossier, c'est des choses qui sont faites à dessein?
pour stimuler justement les bien gens, sûr, bien sûr. Les gens le font à destin. Ça, ce n'est pas à M. Oko qu'il faut l'apprendre. En 2000, sous Mme Dambézé, sous son contrôle, nous avons effectué une étude diagnostique dans toute l'administration congolaise. Toutes les administrations congolaises et même certaines représentations diplomatiques. Je parle sous son contrôle, elle n'est pas là. Mais les gens font cela. Et quand nous étions en train d'organiser les premières journées nationales de réflexion sur l'administration publique, le sketch que nous avons présenté, mais c'était celui-là. Je suis assis, quelqu'un vient voir et dit, mon dossier, lui, je suis déçu. La personne s'en va. Il revient et dit, non, monsieur, je suis déçu. Or, il dit déçu, c'est qu'il est assis sur ton dossier. Il veut que tu comprennes ce message. Tu arrives à décrypter ce message. Je suis déçu. Oui, je suis déçu. Voilà, c'est ce qu'il veut dire, je suis déçu. Il ne dit pas je suis assis, non, il dit je suis déçu. Tu ne comprends pas, d'accord, il est déçu, donc il traite ce dossier. Tu reviens une semaine, non, je suis déçu, monsieur. À toi de s'efforcer, de comprendre que, non, c'est pas, il n'est pas en train de traiter mon dossier, il est assis. Donc, sur mon dossier, donc, et il voudrait que, effectivement, j'arrive à le faire lever. Vous voyez, ça, c'est le langage que l'on trouve, pas seulement au Congo, vous le trouvez en Afrique de l'Ouest, puis c'est les deux régions pour lesquelles j'ai mis l'accent. Vous le trouvez comme ça. Mais, Monsieur Oko, est-ce que c'est ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Quelles sont les vraies motivations, justement, de votre démarche? Est-ce que vous avez été dans un système ou dans une institution, puisqu'on va y arriver justement sur la définition du concept institution, vous avez été dans une structure où vous avez été soit victime ou voire même coupable de la corruption et que bien après vous vous êtes converti et que vous voulez montrer justement aux uns aux autres les méfaits de la corruption? Ou bien c'est juste parce que vous êtes un homme intègre et vous pensez que cette manière de faire, ça ne peut pas faire évoluer les choses? Disons, bon, ceux qui sont plus âgés que moi et ceux de ma génération, on a hérité de ceux qui sont plus âgés. Les plus âgés sont les gens qui ont fait la transition un peu depuis la Première République. On a d'autres réflexes. Maintenant, quand on a commencé à travailler, disons l'inspiration, ce que j'appelle le voyage dans la caverne d'Ali Baba, dans mon livre, avec d'abord en 1996, en tant que directeur général des réformes administratives, nous avions la réforme d'Iprevo que le président Lissouba avait commanditée. Nous avons fait cette réforme. En faisant cette réforme, l'étude de cette réforme, nous avons constaté les dysfonctionnements de l'administration. Mais la réforme visait plutôt la rationalisation des effectifs. À la fin donc des troubles de 97, oui, je suis aux côtés de Mme Dambézé. Alors, ministre de la fonction publique et des réformes administratives. Votre démarche avec le président Lissouba, cette démarche avait donné quels résultats? Non, ça n'avait pas abouti parce que les ministres avaient refusé la réforme proposée. D'accord. Les ministres de ce gouvernement-là, le gouvernement Yombi, le gouvernement Ganao, avaient refusé la réforme. Bon, la pilule, semble-t-il, était plus compliquée. D'accord. Donc, alors, monsieur, pourquoi je suis arrivé là? C'est maintenant sous Mme Dambézé. Je suis conseiller aux réformes administratives. J'ai dit, elle m'a chargé de mener l'étude sur les difficultés, les dysfonctionnements, pourquoi l'administration congolaise ne marche pas, pour en proposer une démarche. Oui. Dans le fouille donc de cette enquête, l'élément de corruption était en première position. Oui, quand les gens sont aux côtés des ministres, etc., parfois les gens ne veulent pas parler de la vérité. Moi, avec mon équipe, on avait mis... Les autres ne voulaient pas que nous mettions cela. J'ai dit non, puisque c'est moi qui ai le rapport final. J'ai mis les questions de corruption, mais j'ai mis ça entre parenthèses. Pourquoi avez-vous mis les Justement parce que si je biffais comme la majorité de mon équipe, elle ne saurait pas. J'ai dit je vais voir sa réaction.
Et elle m'appelle pour dire, il n'y a pas à mettre la parenthèse. Mais évidemment, parce que c'est pourquoi justement je vais poser la question, pourquoi avez-vous mis la Eh oui. parenthèse lorsque vous avez fait les enquêtes et vous avez découvert les éléments concrets Oui. qui justement prouvaient l'existence bel et bien de la corruption dans le système. Pourquoi? Ça, c'est parfois l'engagement des personnes qui travaillent auprès des autorités. Ils peuvent avaler certaines informations et ne pas tout dire peut-être, est-ce que par peur ou par quoi? Comme mon équipe avait cette tendance, j'ai dit non, je partage cette conviction, je mets ça entre parenthèses pour que Madame Dambézé arrive, bon, biffez-moi ça ou laissez-moi ça. Elle m'a dit, laissez-moi ça et M. Oko, approfondissez-moi cette question. Et je suis rentré donc dans ce champ, dans cette caverne de la corruption. Oui. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé plus tard au dispositif congolais de lutte contre la corruption. D'accord. Alors, nous avons parlé justement de la corruption. Il y a aussi, je disais tantôt par rapport à notre thème de ce jour, je parlais aussi du concept institution. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par institution, d'après vous? Bon, je ne vais pas rentrer dans le droit constitutionnel. Dans notre livre, nous avons parlé de ce que nous avons appelé le système national d'intégrité. Et que la corruption affecte des institutions, les piliers. Les institutions sont les piliers sur lesquels se repose une nation. Oui. Et dans les piliers qui sont affectés dans la corruption, nous en avons à peu près 13. Et les piliers sont des poteaux. Si ces poteaux sont rongés par la corruption, il est fort probable que la toiture s'effondre. Les piliers sont les institutions sont les piliers qui fondent une nation. Les fondements de la nation, les piliers, les poteaux, et avec des fondements bien précis. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre comme étant institution des poteaux qui fondent le pays à travers sa constitution. Vous parlez de 13 piliers, et pouvez-vous nous les citer? Bon, est-ce que je les ai tout en tête? Bon, vous avez 3 ou 4 blocs. 3 blocs. Vous avez le bloc gouvernement, avec donc les institutions gouvernementales. Oui. Vous avez le bloc de la société civile, oui, quelque part. Vous avez le bloc économique. Oui. OK? Voilà. Chacun a 3 ou 4 pour que ça soit un peu 13. Bien. Le gouvernement, le bloc gouvernement, vous avez l'exécutif, OK, comme un pilier. Vous avez le Parlement comme un pilier. Vous avez le judiciaire comme un pilier. Vous avez ce qu'on peut appeler le conseil économique comme des piliers, parce que c'est ce conseil qui régule les aspects dans le pays où ça fonctionne normalement, les aspects économiques et sociaux. Vous avez les piliers des médias, comment est-ce que ça fonctionne dans le pays, etc. Si on fait le tout de cela, on n'a peut-être pas le temps de le faire. En tout cas, dans notre livre, nous avons identifié 13 piliers qui fondent le système d'intégrité du pays. C'est l'intégrité. Si c'est attaqué par la corruption, le pays perd l'intégrité. D'accord. Dans votre livre, vous parlez des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je me sens tenté de dire que c'est peut-être une manière de faire la comparaison. Alors, est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, dont vous avez fait allusion dans votre livre, peut-on parler des institutions en Afrique de l'Ouest et ignorer la corruption, ou encore vice-versa? Les institutions comment? Peut-on parler des institutions dans un pays comme la Côte d'Ivoire, oui, et ignorer la corruption, ou encore peut-on parler de la corruption et ne pas parler des institutions? Non, la corruption en Afrique atteigne tous les systèmes. OK? Il n'y a pas de pilier qui soit épargné par la corruption en Afrique. Tous les piliers qui constituent la base, le fondement des systèmes stratégiques des pays africains sont affectés par la corruption. Sont affectés par la corruption. En tout cas, sans exception. Il y a des pays qui se sont organisés, bien sûr. Mais si nous prenons l'axe d'Afrique francophone, de centre ou de l'Ouest, non. C'est différent.
Le pays qui fait dans ce axe-là, même si le Rwanda, je ne sais pas s'il est anglophone, s'il est francophone, celui qui fait un peu exception ou qui a une certaine avance sur les autres, c'est le Rwanda. Mais nous autres là, toute la francophonie là, tous les pays sont, les systèmes de gouvernance, les systèmes d'intégrité sont entamés par la corruption. D'accord. Alors, dans votre livre, ou le titre de votre livre, vous avez dit « Enfin, les dirigeants se réveillent ». Oui. Concrètement, vous vouliez dire quoi? OK. Nous sommes un expert dans ce domaine. Nous travaillons dans ce domaine depuis très longtemps. Et ce travail a fait en sorte aussi, il y a d'autres personnes qui travaillent partout en Afrique. En 2003, les dirigeants africains ont adopté la Convention africaine de lutte contre la corruption. Bien. Et c'est une convention, les pays ont ratifié, je crois que la majorité des pays déjà c'est fait, il y a certains qui traînent, enfin. Maintenant, sur le plan de l'organisation de la lutte contre la corruption, chacun est resté dans son système national. OK? Or, lorsqu'on a une convention panafricaine, il faut que les gens arrivent à se mettre au pas de cette convention. Malheureusement, en Afrique, nous avons, parfois, les dirigeants n'arrivent pas à concrétiser ces choses. On a fait je sais pas quoi, le plan d'action de Lagos, ben, chacun est allé dans son sens. Et puis ce plan est tombé. On a fait le Népal, dont se rentrait un peu comme ça. Voilà, l'Afrique. Cette fois-ci, les dirigeants, néanmoins, ont fait l'effort de ce que, au dernier sommet, le sommet de janvier 2018, ils ont décidé de taper comme le poing pour dire que non, nous devrons tout faire pour stopper la corruption. Nous sommes le continent, semble-t-il, le plus corrompu et nous ne devrons pas traîner cette image. Car la corruption, les investisseurs ne viennent pas dans les pays corrompus. Je dois ajouter que depuis la fin de la guerre froide, ce qui est actif avant la guerre froide ou pendant la guerre froide, oui, tu es de l'Est, tu es de l'Ouest, les investisseurs regardaient ça. Maintenant, ils regardent les pays qui ont un système de bonne gouvernance et où la corruption est moindre. Les dirigeants africains ont pris donc le temps pour dire, bon, finalement, pour donner le top, 2018, nous consacrons ça à l'année spécifiquement de lutte contre la corruption en Afrique. Oui, mais M. Oko, et ça, pour moi, c'est un réveil. J'ai l'impression que vous êtes en train de stigmatiser justement les Africains. Est-ce que voulez-vous faire croire ou faire savoir à nos téléspectateurs que, pour vous, quand on parle de la corruption, on fait allusion au pays du tiers-monde, de l'Afrique? Parce que quand un chef d'État français reçoit officiellement un chef d'État africain avec toutes les bonnes offices possibles, est-ce que ce n'est pas une forme de la madouer, une forme aussi de le corrompre conscient, au point de vue conscience? Avec toute forme, quoi? Avec quoi, vous avez dit? Avec tous les honneurs possibles, je veux dire. Les honneurs possibles, même si c'est prévu par le protocole. Bon. Mais quand ça va plus loin, un dîner copieux et tout, est-ce que ce n'est pas une manière de montrer à ce chef d'État africain que non, ne t'en fais pas, tu es un ami de la France t'aime bien, la France te soutient. Et en contrepartie, cette démarche, ce n'est pas une manière d'acheter la conscience, voire même la confiance de ce chef d'État africain? Bon, c'est une forme de corruption aussi? Non, à vous de faire, vous les médias, votre analyse. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce débat. Un chef d'État qui arrive en visite officielle dans un pays, si déjà on accepte qu'il vienne, il a droit à ses honneurs. Si on ne veut pas qu'il vienne, on dit qu'il ne vienne pas. S'il vient, c'est qu'il a droit aux honneurs prévus par la réglementation, quel que soit ce chef d'État, quelle que soit la grandeur de ce pays. D'accord, mais qu'est-ce qui fait que quelquefois, le cas de la France, il y a certains chefs d'État qui ne sont pas les bienvenus, il y en a d'autres qui sont les bienvenus. Est-ce que ça veut dire que ceux qui sont les bienvenus, c'est des chefs d'État dans leur pays, on ne parle pas de la corruption? Non, vous m'emmenez encore sur un autre terrain. Non, mais c'est une parenthèse rapidement, parce que j'ai l'impression que... Ce n'est pas une bonne parenthèse, je ne rentre pas dedans. Je sais combien d'heures de temps que nous avons passé entre ALENA, Relations France-Afrique et tout ça, avec les déboires, etc. Voilà, donc je voulais arriver justement aux relations France-Afrique. Je sais ça, mais... Voilà. Non, il va de soi que
où il est vrai, dans les relations entre les pays, le président Obasanjo disait que le cadeau, par exemple, est un élément indispensable dans la culture africaine. Le cadeau. Mais quand il devient exagéré, ça pousse à la suspicion. Pourquoi donner le cadeau dans ces conditions? Bon, ça pousse à la suspicion. Donc si un dirigeant français vient en Afrique et que les dirigeants africains lui offrent des cadeaux, bon, il faut recevoir ça dans notre tradition. Finalement, il y a la nature, comme disait le président Obasanjo, il y a la nature du cadeau pour voir que non, c'est plus extravagant ou quoi. Non, je crois, les relations, j'ai effleuré ça un peu dans notre livre quand je parle de la corruption internationale, pour voir qu'effectivement, on ne peut pas parler de la corruption en Afrique si on ne voit pas la composante internationale. Elle est nous avons appelé ça par les déterminants internationaux. C'est très important. Bien, les relations politiques dans le monde entier sont faites des relations d'argent, des affaires. Les pays n'ont pas de bons amis, mais c'est ceux avec qui on coopère, on fait des affaires. Ça, c'est dans les relations internationales. Vous voyez les derniers temps entre un journaliste qu'on a assassiné et par rapport aux intérêts économiques, vous avez vu le comportement un peu des dirigeants américains. Et pourtant, ce sont des défenseurs des droits de l'homme. Oui. Mais il y a une certaine manière de faire. Le problème n'est pas celui-là. Le problème est que pour nous, Africains, nous devons prendre conscience que ce continent, c'est nous qui devons le bâtir. En le bâtissant, nous devons tout faire pour que les travers et les qualificatifs justifiés ou non pour lesquels nous sommes l'objet, nous arrivons à nous en débarrasser. Nous étions des pays dictateurs. D'accord. La dictature, au moins théoriquement, est finie. Il y a certains pays qui patinent encore dans la dictature pour qu'on installe la démocratie. Nous sommes dans la transition systémique, pour emprunter l'expression de quelqu'un, pour installer la démocratie, avec toutes les difficultés que nous avons. Mais l'essentiel que nous sachions que c'est nous qui devons bâtir ce pays. Comment se fait-il que l'Afrique perd par mois entre 150 et 250 millions de dollars pour des frais de corruption? Ce n'est pas sérieux. L'Afrique reçoit l'argent de l'aide publique. Mais ce qui sort de l'Afrique, qui va dans les offshore, les paradis fiscaux, c'est autant. Pourquoi? Donc, on doit faire des efforts. Les chefs d'État ont mis en place, je crois il y a 3 ou 4 ans, ce qu'on appelle le groupe. C'est un groupe stratégique de haut niveau pour suivre l'argent des Africains expatriés dans les paradis fiscaux. La fuite des capitaux. Bien, j'espère que ce groupe de travail, je crois que c'est le président Tambeki qui doit diriger ce groupe de travail avec d'autres cadres qui ont été des ministres, etc., dirige. Ça, c'est déjà une prise de conscience. Si les chefs d'État disent on va à l'avant, parce que l'argent que nous avons mis à l'extérieur, cet argent suffit pour développer le continent. Mais la conscience, je crois qu'elle va arriver, puisqu'ils n'ont pas mis ce groupe de haut niveau pour rien. Non, ils ont mis ce groupe de haut niveau, c'est aussi ce qui rentre dans ce que j'appelle le réveil, pour dire que non, il faudrait que nous fassions quelque chose. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va aboutir. Donc, il faut que nous ayons ces intentions, de bonnes intentions pour gouverner objectivement notre pays. Et quand vous dites enfin les dirigeants se réveillent, est-ce que ce n'est pas une manière pour vous d'affirmer, ou voire de confirmer que finalement, ils sont debout, on va convaincre justement... Je suis positif. Vous êtes positif, mais vous parlez de la rencontre 2003, depuis 2003, qu'il y a eu une convention africaine de lutte contre la corruption, dont la plupart des pays africains ont signé justement cette convention. Mais ce qui est bizarre, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'aujourd'hui, on constate que depuis 2003, ces mêmes dirigeants qui ont signé cette convention s'accrochent au pouvoir, tripotent des élections, favorisent le clientélisme, le lobbying existe, le néopatrimonialisme, oui. L'appropriation privée des biens publics par ces dirigeants et l'étouffement même des contre-pouvoirs dans les sociétés civiles. Alors, depuis 2003, finalement, est-ce que
vous êtes sûr que ces chefs d'État se réveillent ou encore parce que, comme font d'autres personnes, ils essaient de faire le griot pour plaire à ces chefs d'État parce que malheureusement, ce mot existe toujours, ce mal existe toujours dans nos États. Bien, si les chefs d'État font des discours pour plaire aux institutions internationales, je ne peux rien. Mais vous avez écrit ça sur quelle base? Parce que vous pouvez pas. Quand vous dites que vous ne pouvez rien, mais ça pose problème. Vous avez écrit ça sur quelle base? Vous vous êtes attardé sur des paroles. Je crois aux paroles des chefs d'État. On ne vient pas pour être chef d'État n'importe qui. Monsieur Oko, je peux vous donner une information. Oui. Quelqu'un disait quelque part que les politiques ne font pas ce qu'ils disent et ils ne disent pas ce qu'ils font. Ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est vrai. Là, vous êtes en face de votre démarche. Non, ça, c'est vrai. Mais tu ne peux rien si ce n'est pas apprendre sa parole. Moi, j'ai cru, ou je crois à cet engagement. Il va y avoir des Afriques à plusieurs vitesses. Pour l'instant, nous sommes des Afriques à 2 ou 3 vitesses. Les outsiders sont à peu près 6 États. Les autres sont derrière, les autres sont encore bas d'échelle. Mais j'ai proposé au chef de l'État. Non, ça, on va arriver plus tard. Parce que justement, ça va attendez, peut-être que je ne vais pas arriver. D'accord. Peut-être que je vais oublier cela. Comme je suis ici chez moi, et si ceux qui suivent cette émission et qui le suivent, qui font des fiches positives et non des fiches négatives, avant qu'ils lisent le livre, j'ai proposé, et comme l'émission aussi est suivie dans toute l'Afrique, le livre est publié dans les 6 pays que j'ai étudiés. Peut-être que certaines personnes vont prendre cette proposition. À la fin de 2018, année panafricaine de lutte contre la corruption, qu'est-ce qui va arriver? Le slogan va partir dans l'eau. Alors, pour éviter que le slogan-là ne parte pas dans l'eau, pour dire enfin, on a fini. J'ai proposé que 2019, 2020, que les dirigeants africains, en commençant par le nôtre, Monsieur le Président, avec vos conseillers qui me suivent certainement, que vous dites aux autres, vous proposez aux autres l'après 2018 pour décréter la décennie panafricaine de lutte contre la corruption 2019-2029. Monsieur Oko, comment voulez-vous qu'on revienne tous sur les mêmes choses? Non. Parce que on a fait plusieurs 2003, 2018, ça fait combien d'années? 15 ans. Là, il n'y a pas eu d'engagement formel. Mais quand les gens signent, quand on a signé, c'est des engagements. Excusez, si nous rentrons dans nous rentrons dans une dimension managériale et dans une vision. Puisqu'on a dit que, j'ai dit, l'Afrique sans corruption est possible. Mais ce n'est pas par un slogan d'une année. Il faudrait que le slogan-là arrive à booster les institutions, des États. Alors, et que cette lutte-là soit permanente. Si nous prenons 10 ans, on peut, à la fin de 10 ans, faire l'évaluation convenable par rapport à cette petite évaluation qui va être faite. L'évaluation qui va être faite en janvier 2019, c'est pour dire, bon, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que chacun a fait, etc. Bon, chacun va dire, ici au Congo, on a pris il y a certains indices qu'on veut dire que nous, on veut avancer. Après, ça s'arrête là et puis ça peut s'estomper complètement. Donc, c'est une bonne position pour mettre l'Afrique sous tension dans le domaine de la promotion de la gouvernance et la lutte contre la corruption. Mais pourquoi, vous, M. Oko, vous parlez plus de l'Afrique alors que le Congo est dans la même situation? Parce que aujourd'hui, nous avions jusqu'à aujourd'hui une commission qui va presque vers sa mort pour attendre une nouvelle commission qui va voir le jour les jours à venir et qui a une loi au Parlement qui va devoir naturellement nous faire exister ou nous faire créer une nouvelle commission qui va s'occuper justement de la corruption, la lutte contre la corruption. Alors, ça veut dire qu'au Congo, cette situation reste encore entière. Alors, votre discours, pourquoi l'orienter plus à l'Afrique en général? Pourquoi ne pas combattre, faire d'abord le combat au niveau national? Parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, je veux dire que je suis panafricaniste, ça je retiens, mais je n'oublie pas mon pays. Mais avant que vous ne soyez panafricaniste, vous êtes congolais. Je n'oublie pas mon pays. Oui. Dans les pays que nous avons étudié aussi le Congo, les expériences du Congo-Brazzaville, avec les faiblesses de ce qui a été fait. Nous avons commencé cette lutte de façon solennelle avec des organes en 2007. Mais ça n'a pas commencé en 2007. Nous avons commencé cette lutte, et particulièrement celui qui parle
En fin 2002, nous avons proposé au président de la République, dans le cadre de la Nouvelle Espérance, nous avons proposé la mise en place d'un programme de lutte contre la corruption intégrée à la gouvernance par rapport à la Nouvelle Espérance. Nous nous sommes battus, en tout cas je ne peux pas dire comment on s'est battu, pour que ce programme-là, le président l'ait accepté. Il ne sait pas que c'est M. Oko qui a fait. Peut-être qu'il le sait, je n'en sais rien. Mais nous sommes arrivés avec le ministre de l'époque, le ministre Foutou Père son âme, pour que le dispositif maintenant de lutte contre la corruption ait été mis en place. Je vous dis, quand j'ai croisé les ministres en 2002, à la fin de la transition 2002 et 2003, beaucoup de ministres se sont retractés pour dire qu'il faut parler de cette affaire-là chez moi. En dehors du ministre Andélé Liv, en dehors du secrétaire d'État aux Finances qui était le ministre Ondongo, en dehors le ministre Mateta, eh bien, les autres s'étaient rétractés. Mais le président a mis en place. Donc, la commission a été, disons, nous, depuis 2002, fin 2002, nous sommes dans ce programme. Et qui a abouti à la mise en place de la première commission refaite 3 ans après, avec l'arrivée de la Banque mondiale, à la commission actuelle. Donc, il y a des choses qui ont été faites et qui sont en train de se faire. Nous avons parlé de ça dans notre livre, pour dire que, bon, chaque pays que nous avons étudié, nous avons les dispositifs organisationnels, les dispositifs juridiques, les forces et les faiblesses. Au niveau du Congo, il y a une étude qui a été faite, qui a élaboré les forces et les faiblesses de la lutte de la corruption au Congo. Maintenant, c'est les acteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces forces, de ces faiblesses? Mais ce n'est pas là pour faire des inquisitions contre qui que ce soit. Le gouvernement étant la continuité d'État, le gouvernement Mwamba arrive parce que c'est un gouvernement privé par la Constitution. Jusque-là, nous étions un peu dans les démarches qui étaient les nôtres. Le gouvernement là, a pris maintenant des choses au sérieux pour dire que, bon, la recommandation de la Banque mondiale pour dire qu'il faut réformer les organes de lutte de la corruption, le gouvernement Mwamba a fait cela. Donc, je parle de ça dans le livre. C'est notre héritage et notre parcours. C'est sur cette base-là que nous devrons sauter et voir les perspectives, comment on va faire. Je n'oublie pas mon propre pays, bien au contraire. Alors, mais le Congo peut être en 40e position quand il s'agit ou quand on parle de la classification des pays les plus corrompus en Afrique. Bon, il y a des gens qui sont hérétiques à ces statistiques. Il y a des gens qui ne veulent même pas en parler. Ce discours-là, en 2000, en France, il y avait des gens qui étaient hostiles à Transparency International. Je suis arrivé dans les institutions du Sénat. J'ai dit, bon, vous refusez Transparency, vous êtes la France, c'est pas le Congo, c'est pas le Sénégal. Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre démarche pour apprécier la corruption en France? Il n'y en avait pas. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Les Français ont adopté finalement la réglementation établie par Transparency International. Transparency International reste le recours mondial. Quand quelqu'un veut aller investir dans un pays, il va dans le site de Transparency International, il va dans le site de la Banque mondiale, il voit l'indice de climat des affaires, il fait les comparaisons. Avant qu'il vienne, il a toute la carte du pays. Parfois des éléments les plus forts de la rue qu'on ramasse, les ragots de la rue qu'on ramasse. J'ai vu ces ragots-là quand j'étais en stage donc en France, que l'on a ramassé pour le Cameroun. J'étais aux côtés d'un expert de l'AFD qui étudierait comment l'argent que l'AFD va donner au Cameroun, comment est-ce que ça ne peut pas rentrer dans la rue. Donc ça a été exposé, c'est ahurissant. Bon, c'est pas mon Congo, mais comme j'avais aussi vécu au Cameroun, je leur ai donné les indications. J'ai vécu dans ce pays, je sais ce qu'il faut faire. Donc, oui. Les indicateurs, il y a ceux qui ne les reçoivent pas. Oui. Mais je dois, pour parler aux téléspectateurs, pour que les gens comprennent, les indicateurs de Transparency International, je ne sais pas si je dis quelque part, ça va de la note plutôt de 0 à 10. Comme sur une copie du dicté. Et quelle est la note que la Transparency International donne pour le Congo? Le Congo traîne depuis 2002 une note entre 1
2,9 et 2,1 ou 2,2. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si tu vois, une copie qui a 2... C'est un mauvais... Donc ça dit qu'un mauvais élève... Alors. Mais oui, nous sommes parmi les mauvais élèves, ça je n'ai pas honte à le dire. Nous sommes dans la zone rouge. OK. Donc, je pense que c'est des signaux que le gouvernement a commencé à donner. C'est pourquoi je dis, c'est possible de faire du Congo sans corruption, pourvu que les acteurs se donnent à l'œuvre, et que les stratégies, qu'on ne se disperse pas dans les stratégies. Souvent, les gens vont chercher à arrêter les gens. J'avais dit au ministre Foutou, nous sommes en 2003, quand il a mené, avant que je parte à l'ENA, il a mené, j'ai dit, monsieur le ministre, nous sommes en train de mettre en place le dispositif. La lutte contre la corruption ne commence pas par arrêter les gens. Ça ne commence pas par là. Mettons les dispositifs, expliquons aux gens, et oui, il faut arrêter, parce que l'élément répressif important, l'élément répressif est une dissuasion. Après, si vous ne changez pas de mentalité, la Cour révolutionnaire de justice avait arrêté les gens. Mais il n'y avait pas d'accompagnement, tant du point de vue de l'éducation civique, tant du point de vue de l'éducation morale, tant du point de vue de la prise de hauteur. Ça n'avait pas accompagné l'action de la Cour de révolution de justice. La commission des biens mal acquis, on vient, on ramasse les gens, il n'y avait rien d'accompagné, ça devient comme des vengeances. Pour une action durable. Le règlement des comptes. Oui, une action durable. Et il n'y a pas un expert international qui dira le contraire. Alors, M. Oko, parce que nous sommes aussi au courant avec le temps, alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux Congolais et aux Africains en général comme solution pour, est-ce qu'il faut lutter ou éradiquer la corruption? Si c'est éradiquer, alors quelles peuvent être les solutions d'après vous? Bon, certains pays qui ont des plans stratégiques, lorsque je les parcours, effectivement le mot ou le verbe éradiquer arrive. Bon, mais éradiquer, ce n'est pas en 2 ans qu'il faut éradiquer la corruption. C'est un objectif à long terme. Donc nous pouvons réduire l'impact de la corruption. Le président béninois, l'ancien président béninois, le ministre Soglo, disait qu'il faut tordre le cou à la corruption, faire en sorte que la corruption maintenant est honte. Ceux qui pratiquent la corruption est honte, que tu ne peux pas avoir l'argent public et tu vas maintenant être dans le stentoire en train, ce que Yuri Mabiala disait, que le riche a jeté l'argent dans le fleuve et que maintenant les pauvres vont se jeter dans l'eau, dans le fleuve, pour aller ramasser. Non, il faut qu'on arrive à bouleverser d'abord les mentalités. Pour respecter que l'argent public, je suis gestionnaire de l'argent public, mais ce n'est pas mon argent. Je dois gérer cet argent suivant les normes définies. Donc la solution, c'est respecter la chose publique. Non, la solution passe d'abord dans l'éducation. D'accord. Dans l'éducation pour faire comprendre conscience aux citoyens, aux dirigeants d'abord, et puis à la couche qui va venir, que le bien public, ça se répète. Le patriotisme est indispensable. Au Rwanda, on appelle ceux-là les ventriotes, ceux qui se nouent seulement de leur ventre. Les ventriotes. Non, on ne doit pas être pour ceux qui s'occupent seulement de son ventre. Pour être un ventriote, nous devons être des patriotes. Et quand on est patriote, on s'engage. Mais si on ne connaît pas le discours du patriotisme, naturellement, on ne peut pas savoir. Tu peux faire tout ce que tu veux, détourner les fonds publics. Les gens à l'hôpital sont en train de mourir. Il manque de gaz, de ceci, etc. Ça ne vous dit absolument rien. Finir avec l'impunité. L'impunité. L'impunité favorise la corruption. Il faut finir avec l'impunité, ne pas tolérer qu'il y ait impunité. Un autre élément, que les gens ne restent pas dans les fonctions à vie. Comment un directeur général pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 40 ans? Pour quelle raison? Est-ce que c'est le seul cadre congolais ou cadre africain qui est resté là? Non, il faut faire le turnover. J'ai dit ça dans mon livre de gestion accès sur résultat. L'efficacité d'un cadre à un poste dure 5 ans. Après 5 ans, c'est fini. Ça devient la routine. Donc, on peut changer ce cadre efficace, l'affecter dans une autre direction pour qu'il renouvelle l'efficacité. Mais si vous le restez pendant longtemps, comme cela se passe
au Congo et dans plusieurs autres pays, certains Il fait pays naître un africains, système et le système prend voilà, des racines et puis ça dérange l'intérêt général. Ça dérange l'intérêt général. Merci Monsieur André Oko Alpha. Ça a été pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, donc le plateau de l'émission La démocratie en marche. Merci à l'équipe technique qui a fait sa magie, permettez-moi. Oui, la magie pour la réalisation pratique de cette émission. Merci à tous nos téléspectateurs, donc ceux qui sont abonnés ou qui suivent tous les jours de la vie ESTV. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous dis merci personnellement à Chris qui a permis et qui est toujours debout pour cette émission. Et donc, bonne suite de programme et à nous revoir s'il plaît à Dieu, parce qu'il y a M. Oko qui voulait dire un mot rapidement en 10 secondes. Merci, monsieur le journaliste. Je veux dire tout simplement, nous avons mis sur le marché un livre très important. Il a 386 pages et parle de 7 pays. Il est reparti en 8 chapitres, reparti en 2 parties. Une partie pour comprendre la corruption, dans donc cette dimension théorique, et une partie pour voir la riposte africaine. Et dans cette partie de riposte africaine, nous avons la riposte globale de tous les pays africains, nous avons les ripostes sectorielles pour 1, les pays de la CEMAC, et 2 pour les pays de l'UEMOA. C'est un livre acheté, il est déjà sur Internet, déjà, www.gdancre.fr. Vous trouverez livre Oko André sur la corruption, vous trouverez ce livre. Alors, merci, au revoir et à bientôt, Inch'Allah. Congo ekolo na biso tobongisa yango Congo ekolo monene tobosana